Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 76. Je suis Amine et comme d'habitude avec moi Matt. Comment ça va Matt? Aujourd'hui, lendemain de deadline. Eh ben écoute, oui, on va réagir à chaud, ça va très bien, hein. On va pouvoir parler un peu des moves qui ont été faits, des moves un peu qu'on a aimés, qu'on a moins aimés, mais en tout cas on va être là pour en débattre, donc ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. Bon, il s'est pas passé des trucs fous à Philly, mais il s'est passé des petites choses intéressantes. Donc on va aussi parler de ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on a enregistré sur le terrain. Ne vous inquiétez pas, mais avant de commencer, je vous invite à nous laisser une petite note et un petit commentaire sur les plateformes de podcast. On est nouveau. Je ne l'ai pas demandé la dernière fois, mais donc si vous êtes chaud, ça fera plaisir, surtout si vous nous mettez 5 étoiles. Ça nous aidera à être mieux référencés. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va évoquer les résultats de l'équipe depuis le dernier podcast, les moves qui ont été effectués à la deadline et ce qu'on attend de cette fin de saison. Donc pour commencer, bilan depuis la dernière fois, ça a très mal commencé après notre dernier enregistrement, même si on pensait y voir plus clair finalement, puisqu'on avait enchaîné sur 7 défaites d'abord, et puis après il y a eu 4 victoires d'affilée, et puis là ça se rééquilibre un petit peu. Matt, je te laisse en parler, je te laisse revenir sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Ouais, oui, bah c'est vrai que c'était pas glorieux la dernière fois, en plus on avait toujours Embiid qui était blessé, alors c'était la blessure au pied, il devait revenir, et puis finalement son genou a dit non. En fait, je crois qu'il devait vraiment revenir le jour d'après. Et en fait, au moment, il a fait apparemment un gros entraînement. Et son genou a regonflé suite à ce gros entraînement. Donc finalement, on l'a pas revu. Il a été quasiment absent un mois. Il a rejoué là récemment. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est effectivement, on a eu 7 défaites d'affilée. Moi, c'est vrai que je commençais à me poser des questions sur quels allaient être les objectifs. On était limite là à se dire, est-ce qu'on va pas tanker parce que on est en train de s'enfoncer au classement. Il y a des équipes comme Portland parce que du coup, si on mélange les bilans conférence Est, conférence Ouest nous revenaient dessus. Il y avait Brooklyn qui était pas si loin que ça à un moment donné. Donc je me suis dit, en fait, peut-être on a intérêt à perdre et à maximiser le pic parce qu'il faut savoir qu'on a un pic protégé 1,6. Donc c'est-à-dire que si on tombe au septième choix, il sera à OKC. Donc on se posait ces questions-là, et puis il y a eu le match à Denver qui a été horrible. Vraiment une défense catastrophique. Et apparemment, il y a eu un rapport d'une journaliste de Denver où la salle de conférence en fait est à côté du vestiaire des Sixers. Et apparemment, ça a crié dans le vestiaire, apparemment Nick Nurse. Bon, il y en a, ils se demandaient si c'était vrai ou pas, mais en tout cas, il y a eu, semblerait-il, une réunion entre le coach, les joueurs, tout ça. Et apparemment, il y a eu un effet positif de ça parce qu'il y a eu 4 victoires de suite et quand même pas contre des petites Hmm. équipes. On a gagné contre les Cavs. Bon, il y a eu les Bulls, Lakers et Kings quand même qui allaient mieux. Et même les défaites, on va dire, on a perdu contre Boston. Enfin, il y a eu quelques petites défaites contre Denver aussi à nouveau qu'on a rencontré. Mais c'est des défaites vraiment de très peu. C'est des matchs qu'on aurait pu gagner. Et on a même senti, je trouve, sur le terrain où il y avait un peu plus de cohérence que les fois d'avant où des fois on avait l'impression que les joueurs étaient un peu perdus sur le terrain. Là, il y avait un peu une cohérence dans les rôles et puis dans certains joueurs qu'on va, je pense, parler après, notamment Maxi qui a retrouvé un peu son niveau All-Star de la saison dernière. Ouais, en fait, ce qui s'est pas. Moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que on pourrait se dire, après les 4 wins consécutives, derrière, il y a eu quand même 3 loses et une victoire. Il y a eu les défaites contre Boston et Denver qui, finalement, comme tu dis, sont des plutôt bonnes défaites, sachant qu'on est encore avec un effectif qui est très limité et un Tyrese Maxey, on l'évoquera peut-être un petit peu plus tard, mais dans pas si longtemps que ça, un Tyrese Maxey qui a retrouvé de l'efficacité et disons plus de meilleurs choix. Moi, c'est ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'il prend les meilleures décisions. On avait perdu un petit peu, on avait un Maxi un peu perdu en début de saison et là, ça fait du bien. Et autour, justement, comme tu le disais, en fait, un supporting cast qui fait plus sens. On n'est pas dans l'élite non plus, mais qui fait plus sens avec certains joueurs qu'on a retrouvés. Franchement, les dernières semaines d'Eric Gordon sont bonnes. Mm. Ce qui était pas terrible au début. C'était pas le pire non plus de nos joueurs sur le bac court, mais là, on a retrouvé un bon Eric Gordon qui met à 3 points, qui défend.
Donc ça, c'était sympa. Et puis même sur les tout derniers matchs, un Kyle Lowry, qu'on avait l'impression vraiment qu'il était en pré-retraite, qui a fait des matchs corrects. Je ne me rappelle plus c'était contre qui, mais il y avait un match à 10 passes, notamment, où son Je passing crois que avait été c'est intéressant. Denver, il me semble, ou Ouais, si je c'est dis pas de possible. bêtises. C'est possible, ouais. Et du coup, et puis l'intégration, ça, je pense que c'est parti d'une idée où on commençait à ne plus avoir grand-chose à gagner. Donc l'intégration de Adem Bona, mais plus important surtout de Justin Edwards, qui est un two-way et qui montre des très, très belles choses et qui devrait avoir un contrat rapidement et intégrer le collectif. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu justement de tous ces role-players, toi? Oui, bah, tu l'as très bien dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de role-players qui étaient complètement en perdition, qui ont un peu step up leur niveau. Ouais, celui qui me marque le plus, c'est quand même Eric Gordon, Mm. où, bah, en fait, on l'avait recruté pour son shoot, et le shoot, comme bon nombre de nos Sixers, n'était pas là. Et bon, il y a eu un peu la blague où il s'est fait opérer, je crois, des dents de sagesse, où il y a eu un grave, et apparemment, depuis cette opération, il est à 50% à 3 points. Mais il y a même quelques systèmes de jeu qui ont été mis en place par Nick Nurse, des choses simples, où des fois on avait un simple pick and roll, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que vu qu'on a que Maxi en créateur, bah, les équipes aimaient bien faire des prises à deux à chaque fois qu'il y avait un écran. Et en fait, Nick Nurse utilisait Eric Gordon à une passe près pour un peu le défaire de cette prise à deux. Et l'avantage que t'offre Gordon, c'est qu'il shoot pas juste derrière la ligne à 3 points, mais tu sais, il shoot deux trois steps Ouais. derrière la ligne à 3 points. Donc ça permet aussi de simplifier les passes à Maxi. Et on a eu beaucoup de fois ce système utilisé où simplement il ressortait et les équipes qui prenaient à deux, bah, du coup, Gordon se retrouvait tout seul et il pouvait sanctionner à 3 points. Et son avantage aussi de son profil, c'est qu'il peut également attaquer les close-out. C'est pas un simple shooter. On est plus sur le Gordon de Houston qui Mm. arrivait à finir efficacement au cercle. Là, on est plus sur un Gordon qui va finir dans la mi-distance, dans la zone des flotteurs, mais qui avec son toucher de balle, arrive à finir. Donc, par des choses simples comme ça, Nick Nurse a réussi un peu à insuffler un nouveau souffle à cette équipe-là. Et puis, bah, comme tu as dit, Justin Edwards, ça a été vraiment la bonne surprise. Je pense que toutes ces blessures ont fait que bah, tu étais obligé de lancer ce genre de profil-là. Et il faut savoir que c'est un natif de Philadelphie. En plus, il a été dans la fac de Kentucky, donc la même fac, une grosse fac hein, de la même fac que Tyrese Maxey. Et apparemment, d'après les dires de Alan Guillou, il disait que au niveau lycée, en fait, c'était un gros lycéen. Donc c'est vrai que ça, c'est ce qu'on disait dans la conversation d'un Hebdo. C'est vrai que Philadelphie, j'ai l'impression qu'on a un très bon département scouting. Et on le voit encore là où en fait c'est un joueur qui était undrafted, hein, il me semble. Je crois même pas qu'on Mm. l'a pris au second tour. Et ça me fait un peu penser aussi à Ricky Council qui a un peu retrouvé des couleurs ces derniers temps. Bah, la saison dernière c'était pareil, c'était un gars qui était undrafted et qui réussit à avoir un rôle en NBA. Oui, c'est un peu ce que fait Morey quasiment tout le temps, que ce soit en allant chercher des undrafted ou même avec ses pics de draft. Bon, il est plus chez nous, mais on se rappelle de Jaden Springer. Springer, c'était un lycéen hyper coté, ça je m'en rappelle. À l'époque où il était au lycée, c'était un joueur qui était attendu top 5 de draft, et puis il avait chuté finalement, il avait chuté parce que niveau de l'attaque c'était compliqué, et puis Morey l'avait récupéré. C'est un peu toujours comme ça, c'est comme Maxey. Et puis Kentucky, on sait très bien que pour les guards, c'est pas toujours le meilleur endroit pour se montrer finalement. On se rappelle de Maxey justement qui n'avait pas la balle en main du côté de Kentucky puisque c'était plus Quickly justement qu'il l'avait à l'époque et qui avait été drafté beaucoup plus bas à cause de ça. Donc effectivement, Justin Edwards, c'est un joueur qui fait vraiment très très plaisir parce que quand on est à Philadelphie, en plus maintenant que tu as 3 contrats max et que tu es dans ces situations compliquées, si tu as la chance d'avoir parmi tes drafts de second tour, parmi tes undrafted que tu récupères, des joueurs qui peuvent contribuer, qui peuvent rentrer vraiment dans le roster pour les playoffs, bah t'es content. Et puis Justin Edwards, c'est un ailier, bon il n'est pas très grand, je crois qu'il fait 6'6", mais de ce qu'on a vu, c'est plutôt positif, que ce soit en attaque ou en défense, donc très content de l'avoir et je pense qu'on en reparlera sur ce qu'on va vouloir voir dans les prochaines semaines. On reparlera de Justin Edwards. Et puis Adem Bona, pour l'instant, c'est un peu brut. Je sais pas ce que tu en penses toi. Moi, je trouve que c'est un peu brut encore Adem Bona, mais lui, il est encore jeune. Il a des attributs physiques.
de toute façon, s'il arrive à être un bon backup de Joel Embiid en étant plutôt bon en défense, en posant les bons écrans, on lui demandera pas beaucoup plus. Donc c'est plutôt satisfaisant qu'il ait des minutes et qu'il puisse progresser. C'est ce qu'on reprochait beaucoup à l'époque. Je me rappelle de Doc Rivers où finalement on voit bien que Paul Reed n'avait pas forcément le niveau, mais en tout cas c'était pas en ne jouant pas du tout qu'on allait le savoir, ne serait-ce que le savoir. Là, avec Bona, on peut croire que assez rapidement, il pourra être le backup d'Embiid. Qu'est-ce que tu penses de Bona, toi? Oui, je suis d'accord. Oui, pour moi, il est un peu, comme tu dis, il est brut, hein. Il y a encore pas mal de choses à progresser, mais on voit quand même on va dire, des choses intéressantes. Déjà, alors il est un petit peu undersize, mais je trouve que défensivement, il tient la route. Moi, j'aime bien ce que je vois. Euh, il y a le fait qu'il soit undersize, peut-être des fois, ça peut poser quelques problématiques pour protéger le cercle. Mais il y a quelques schémas des fois en switch où je vois qu'il arrive à bien tenir, donc ça c'est bien. Et bon, il fait pas mal de fautes, Hmm. mais je trouve que c'est logique quand même pour un Un jeune intérieur. pivot, c'est Ouais, normal. c'est Paul Reed, Tous. c'était pareil. Il faisait énormément de fautes défensivement. Par contre, contrairement à Paul Reed, moi je préfère ce type de pivot en attaque où Ouais. tout de suite, bah, le fait qu'il ait une verticalité au Ouais. cercle, bah, ça change tout en fait. Il pose aussi des bons écrans, donc ça c'est bien parce que c'est le reproche que je faisais à Paul Reed qui était très très fin et qui du coup bah, ça créait pas de séparation en fait pour Maxi. L'écran ne crée aucune séparation, c'est quand même vachement problématique. Là au moins avec Bona, il crée plus de séparation sur ses écrans, puis le fait qu'il court vite au cercle et qu'il ait cette C'est ça. verticalité, bah ça change tout et ça facilite aussi le jeu de Maxi qui n'est pas réputé pour un passing comme on l'avait déjà dit d'élite. Bah, le fait d'avoir cette menace de lob, ça te simplifie quand même grandement les choses. Et ça, déjà, c'est positif parce que sachant que bah, backup pivot, bon, on a beaucoup utilisé Yabusele, Hmm. mais André Drummond, on le voit, ça ne donne Ouais, c'est aucune impossible. satisfaction. Donc moi, j'espère qu'on verra aussi plus de Adem Bona Hmm. dans les matchs à venir parce que bah, moi, Drummond, j'espère vraiment qu'il jouera le moins possible parce que on l'a vu, c'est pas satisfaisant son niveau de jeu. Ouais, il a passé la deadline, finalement, André Drummond. On était deux parmi d'autres hein, à espérer qu'il soit trade, même contre un truc du style cash consideration. Hein. De toute manière, il y avait pas d'intérêt énorme à le garder Drummond, surtout que même Nurse a l'air d'avoir un peu abandonné le projet, vu que on sent qu'il préfère Yabusele. Bon, à voir maintenant quand il va revenir justement de blessure. Est-ce qu'il va pas le faire jouer plutôt que Bona? Ce que j'espère pas. Mm. Mais, euh, mais oui, Bona a un profil moins rare que ce qu'on pouvait espérer de Paul Reed. Paul Reed, il y avait un fantasme autour d'un profil un peu plus rare de joueur qui switch, un peu Nick Claxton en défense. Hein. C'était ce qu'on espérait en défense. En attaque, pas exactement le même profil. On espérait plus qu'il s'écarte, on va dire. C'est ça, ouais. Mais finalement, rien de tout ça ne s'est montré. Même le côté switch en défense, c'était pas si bien que ça. Donc finalement, Non, ça a été vraiment abandonné très vite. Adem Bona, c'est un profil plus rim runner très classique. Mais s'il arrive à le faire bien, s'il corrige ces petits problèmes de faute, justement, que, comme on a dit, un jeune intérieur en NBA, ils font tous des fautes. Hein. Je me rappelle du début de carrière de Jaren Jackson Jr., par exemple. On parle de Jaren Jackson Jr., son problème, c'est qu'il sortait au bout de 20 minutes parce qu'il faisait trop de mm. fautes. Mais donc, si Bona est capable d'apporter ce niveau plancher et surtout qu'il ne jouera pas énormément si et seulement si Joel Embiid est en santé, bah, ça nous suffira, quoi. Ça nous suffira largement. On va revenir sur ce qu'on a dit sur le joueur qui a été le plus important dans ce run qui nous a pas redonné confiance, mais redonné un petit peu de baume au cœur, hein, de revoir des choses positives. C'est Maxi. Maxi, je vois, c'est toi qui as fait la trame aujourd'hui, qui tu dis, c'est niveau All-Star depuis le début d'année civile. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah en plus moi c'est vrai que récemment on a un Discord pour rappeler à nos chers auditeurs des Sixers où on parle souvent de l'équipe. C'est vrai que j'ai pas été tendre moi sur le Discord avec Maxi à un moment donné où bah, en fait c'était aussi je pense beaucoup de frustration de ma Mm. part parce que bah, en fait on voyait moi je m'attendais il y a eu des progrès la saison dernière en fait en termes de passing mais c'est pareil c'était la fameuse pocket pass mais c'est des passes quand même assez simples. Mais on avait vu aussi quelques flashs, des fois de skip pass, de quelques matchs par-ci par-là. Donc peut-être que j'avais trop d'attentes vis-à-vis de Maxi. En réfléchissant, c'est ce que je me suis dit. Je m'attendais vraiment à un jump au niveau du passing et en fait on l'a pas vraiment eu.
Mais même au niveau du scoring, où bon, le 3 points cette saison rentrait pas du tout, mais je trouvais que même au niveau des choix, il y avait beaucoup de. Il allait s'empaler dans la défense quand il faisait ses drives, même si euh, il faut pas non plus avoir un biais de. On a l'impression que Maxi est un énorme finisseur au drive, ce qui n'a jamais vraiment Hmm. été le cas. Il est plutôt dans la moyenne, un peu comme Donovan Mitchell, c'est pareil, où on a un peu ce biais où on croit que c'est un énorme driver, alors qu'en fait pas trop, c'est surtout un très gros shooter, même s'il a ses qualités de où il est tranchant sur drive. Et Maxi, c'est un peu pareil, c'est comme ça aussi des fois qu'il arrivait à créer son décalage, mais je trouvais qu'au niveau des choix, c'était pas très bon. Le passing, c'était pas, j'irais pas jusqu'à dire trou noir, mais tu vois, il y avait des fois des choix, j'arrivais pas à comprendre. Il drivait jusque dans la raquette, puis on voyait bien qu'il y avait des joueurs, des Sixers ouverts, et ils faisaient pas les bonnes passes. Bah, notamment, j'inviterai les auditeurs à aller voir la vidéo si vous l'avez Ouais. pas vu sur les Knicks, où j'avais bien montré en vidéo que, bah, en fait, on voyait qu'il y avait des choix, c'était pas bon, quoi. Et en plus de ça, le shoot qui rentre pas, les mauvais choix sur les drives, bah, ça faisait beaucoup de choses en fait où en attaque on voyait des bonnes choses l'année dernière. Bah, cette année c'était un peu, bah, c'était pas bon tout simplement. Hmm. Puis même quand j'allais voir, moi j'allais souvent checker son efficacité. Là on en reparlera, mais du coup elle est bien remontée. Mais on était à 93, 94 de true shooting plus, donc vraiment un truc pas très bon quoi, un résultat pas bon du tout. C'était pas loin d'être le pire Maxi depuis qu'il était affilié, Ouais, ce c'est qu'on avait ça, en début de c'est saison. ça. Et en grande partie, quand même, son 3 points qui rentrait pas, qui était à un moment donné aux alentours des 32%. Et c'est vrai que depuis le. J'ai pris un sample large, hein, mais ouais, depuis début janvier 2025, mais surtout un peu pareil que les autres joueurs, surtout depuis que Nick Nurse, il y a eu la réunion entre les joueurs Hmm. après le match des Nuggets. Bah, en fait, on a retrouvé un Maxi qui a un excellent niveau. Le shoot à 3 points commence à rentrer, les choix sont meilleurs. Et là, on a un Maxi bah, qui est bon. Même au niveau, je trouve, des choix au niveau du passing qui sont un peu meilleurs. Je pense qu'aussi Nick Nurse l'utilise un peu plus off-ball, parce que ça aussi, Hmm. c'était un peu une frustration. Enfin, moi, ça me frustrait de voir un Maxi beaucoup trop utilisé on-ball, alors qu'on le sait, il a un catch and shoot qui est extrêmement fiable. Après, je pense que c'était dû au fait que bah, il n'y a pas d'autres porteurs de balles en fait dans cette équipe. Et il a une bonne relation justement, je trouve, avec Justin Edwards, où en fait, Justin Edwards, des fois, portait la balle en transition et Maxi courait Ouais. rapidement. Donc ça aussi, ça l'a pas mal aidé. Et du coup, bah, on se retrouve finalement avec un Tyrese Maxi quand tu vas voir ses chiffres au niveau des stats. Bah, en fait, on a le même Tyrese Maxi que l'année dernière, même efficacité. On a même un usage plus élevé. Et quand je suis allé voir un peu ses paniers assistés, par contre, il a très peu de paniers assistés au final. Donc, bah, en fait, on a un Tyrese Maxi comme l'année dernière, même j'ai limite envie de dire meilleur parce qu'il a tellement été excellent sur ses derniers matchs qu'au final bah, le jump d'efficacité a eu lieu. Et en plus de ça, moi le truc qu'on avait un peu évoqué les podcasts d'avant, c'est la défense. Par contre, moi je trouve qu'il y a eu des Ouais. vrais progrès cette année défensivement. Oui, clairement. Bon, il sera toujours limité par notamment sa taille, mais il y a sachant que vraiment Thérèse Maxi c'était un gros problème en défense avant et que déjà en fin de saison dernière et là ce début de saison même quand c'était difficile en attaque, c'était déjà cette saison on voyait les progrès en défense, mais là dernièrement disons que tu peux beaucoup moins cibler Tyrese Maxey aujourd'hui. Ça a toujours été un joueur volontaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un déclic sur la compréhension un Mm. petit peu de la défense qui lui permet aujourd'hui d'être beaucoup moins liability d'être une bonne opposition. Comme tu l'as dit en attaque, ce début d'année, il est fantastique. On retrouve un Tyrese Maxey qui a porté l'équipe pendant les absences de Embiid et de Paul George, qui a été chercher des victoires avec un supporting cast qu'on n'avait quasiment pas vu jusqu'à maintenant, puisqu'à chaque fois qu'il s'était retrouvé tout seul, on était plutôt une équipe de tank, justement, et c'est ce qui était un peu inquiétant sur le niveau de Tyrese Maxey. Donc là, notamment les 4 wins consécutives dont tu as parlé, elles sont dues énormément à un Tyrese Mm. Maxey franchise player. C'est vraiment quelque chose qu'on avait évoqué la dernière fois et qu'on disait c'est pas un numéro un, c'est pas un numéro 2, c'est pas un numéro 2 d'une très bonne équipe, c'est probablement un numéro 3. S'il est capable de rester sur le niveau qu'il a eu cette année, ok, là c'est un bon numéro 2, vraiment. Mais le problème c'est qu'on n'a pas vu ça tout le temps. Mais là, on est content. On est content en ce moment de Tyrese Maxey
Et même si notre bilan il est où il est et tout, je pense que c'est un peu, on y reviendra vers la fin, mais la streak de 4 wins, les bons matchs, même lors des défaites contre Denver ou contre Boston, indiquent qu'on va plutôt, et puis le retard qu'on a pris aussi sur les très mauvaises équipes, qu'on va plutôt jouer le coup jusqu'à la fin de la saison pour, je ne sais pas aller jusqu'où, mais en tout cas, on a vu Embiid revenir et plutôt bien. L'avant-dernier match, il a été reposé parce que c'était un back-to-back lors du dernier. Mais puis Paul George qui est revenu aussi, mais c'est toujours un peu moins bien en attaque. C'est dommage parce que juste avant la blessure, il a commencé à revenir un petit peu le shoot notamment. Donc j'espère qu'il n'a pas reperdu et j'espère qu'il va revenir à un bon niveau. Mais du coup, ouais, je pense qu'on est parti sur une saison et les moves à la deadline montrent qu'on va plutôt essayer d'être bon, qu'on n'a pas des ambitions non plus d'aller chercher quoi que ce soit d'extraordinaire, mais qu'on va être plutôt bon, qu'on va abandonner notre pick de cette année. Et du coup, on va passer pour le coup justement à la deadline avec le coup qui montre qu'on n'abandonne pas tout non plus. Alors on lâche un joueur qui est important, on lâche Caleb Martin, très clairement sur le niveau et sur ce qu'il apporte aux autres, notamment aux trois superstars. On peut considérer très largement que c'était notre 4e titulaire. Mais je pense qu'on récupère en échange normalement ce qui doit être notre nouveau 4e titulaire. C'est juste que c'est pas tout à fait au même poste. Donc on récupère Quentin Grimes et du second tour en plus. Je vais te laisser parler de Quentin Grimes. C'est un joueur qui plaît beaucoup à la communauté Analytics. Il avait fait des gens qui étaient très malheureux lorsqu'il avait été lâché par les Knicks à l'époque. C'était à Détroit. Et puis quand il avait été récupéré à Dallas, les fans de Dallas étaient plutôt contents. Parle-nous un petit peu de Quentin Grimes et de ce qu'il va apporter à ces Sixers. Oui, ben moi c'est pareil, c'est toujours un joueur que j'ai adoré. Il y a notamment sa saison au Knicks, c'était il y a 2 ans, je crois maintenant, où il était clairement le titulaire à côté de Brunson. Et il avait fait une excellente saison parce que en fait, ce qui est très bien avec ce joueur-là, c'est quand on parle de connecteur, moi je pense toujours à Josh Green. Souvent on associait ça et Quentin Grimes. Bon, Josh Green, c'est un peu plus compliqué pour lui maintenant. Mais à chaque fois, ça fait penser à ce genre de joueur parce que c'est un peu les nouveaux 3&D de la NBA moderne qui ne savent pas juste que shooter et que défendre. Ils savent aussi un peu driver, faire du passing parce que le passing de Quentin Grimes, en tout cas de connecting, je parle pas le passing du premier décage, est vraiment excellent. Et lui aussi, il faut savoir que c'était une ancienne star au lycée. Donc je pense que bon, ça ne deviendra pas une star, je pense, en NBA, mais vu qu'il avait un peu ce pédigré-là avant, je pense qu'aussi c'est pour ça qu'il n'a pas que ses qualités de shooting seulement et de défense qu'il a, ça va un peu plus loin que ça. Et pour un effectif des Sixers, où on l'a dit avant au premier podcast où on manquait de connecting, je trouve que c'est ultra positif de récupérer un joueur comme ça. Moi, je m'attendais pas à ça parce que on avait ciblé Dosunmu qui est un peu dans le même rôle, mais pour moi, Quentin Grimes, c'est supérieur. Mais je m'attendais pas à ce que les Mavericks le vendent. Parce que nous, on ciblait des joueurs des équipes vendeuses. Et pour moi, les Mavericks, je m'attendais pas à ce qu'ils vendent Quentin Grimes. Donc, tant mieux pour nous. Comme tu l'as Merci dit, Nico Harrison. Oui, merci. Oui, c'est sûr que. Alors, je pense pas qu'ils fassent le move parce que, bon, visiblement, ils seront quand même tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quand même être contender. Mais bon, ils ont pris Caleb Martin parce ils sont en recherche je pense, de quelqu'un de plus vétéran. Et puis, il faut savoir qu'ils ont récupéré Max Christie qui rentre un peu dans le même rôle que Quentin Grimes. Donc, je pense qu'aussi, c'est pour ça qu'ils ont fait le move. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'échange a changé un petit peu parce qu'au début, on récupérait Quentin Grimes et un second tour. Moi, c'est surtout ça qui m'a surpris. C'est pour moi, on récupère limite le meilleur joueur du trade. Et en plus, les Mavs nous donnent un second tour. Alors, ça a changé. Le second tour, on l'a toujours. C'est en fait, on récupère. C'est un second tour qu'on avait, qu'il faut savoir. Donc, c'est le nôtre. On avait échangé. Apparemment, c'était le trade de. J'ai perdu son nom. C'était un meneur. Tu sais, le meneur d'Indiana. J'ai perdu son nom. Mais c'est pas très grave. C'était le meneur d'Indiana à l'époque de Paul George. J'ai perdu son nom, mais c'est pas très grave. Mais du coup, c'était un second tour qu'on avait échangé il y a très longtemps, qu'on récupère maintenant. Mais on a dû quand même relâcher un second tour parce que Caleb Martin, en fait, il est blessé, on le sait, depuis un certain temps. Donc du coup, on a été obligé, parce qu'en fait, les Mavs auraient pu annuler le trade.
Et donc, ça n'a pas été fait. Enfin, le trade, du coup, a eu Tant lieu. mieux. Mais, ouais, tant mieux, parce que je pense que ça aurait été un peu catastrophique si le trade avait été annulé. Mais on a été obligé de lâcher un second tour de 2030, il me semble. Donc, du coup, finalement, c'est un échange. C'est un contre Ouais, un c'est un pour un. contre un. Voilà. Mais c'est ce que je disais aussi, la chose positive également de ce trade-là, c'est que bah, du coup, Caleb Martin, ça prouve bien que sa santé n'est pas fiable. Mm. Je me demande quand est-ce que même il aurait rejoué, parce que du coup, il a passé une visite médicale avec les Mavs qui disait que finalement, il allait être indisponible plus longtemps que ce qu'il pensait. Donc c'est aussi bien que du coup, là, on va avoir un Quentin Grimes qui a joué quasiment tous les matchs avec les Mm. Mavs. Là, au moins, il sera disponible. Là, on enregistre. Ce soir, on joue contre Détroit et normalement, il devrait être disponible pour jouer contre les Pistons. Et comme tu l'as dit, l'upgrade avec Quentin Grimes, c'est le côté 3D NC. C'est le connecting en plus. C'est ça. Euh, En défense, moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup regardé les Mavs cette année, mais je me rappelle la saison, comme tu disais, la saison qu'il fait en tant que titulaire à côté de Jalen Brunson. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris à l'époque pourquoi il jouait plus du tout la saison qui a suivi et qui fait qu'il a été envoyé aux Pistons ensuite. Je me rappelle d'un défenseur vraiment très très bon. Notamment qui prenait le point of attack du côté de New York et qui était vraiment très très intéressant et qui pouvait faire un petit peu tout. Et en fait, quand tu mets, contrairement à Caleb, justement, où tu as le côté, les shoots vont rentrer, pas tous les soirs, mais ça peut rentrer de temps en temps, et la défense sera bonne. C'est tout ce qu'on avait avec Caleb Martin. On s'attendait pas à grand-chose de plus. Là, on est sur un joueur qui n'a pas beaucoup de défauts, et donc c'est un joueur parfait intégré dans un 5, comme ça, avec normalement 3 superstars à côté, et qui fera à la fois du liant, à la fois de la bonne défense, et à la fois bon, c'est pas non plus le shooter élite, hein, Quentin Grimes, mais c'est déjà mieux, je pense, que Caleb. Oui. Plus respecté, en tout cas. Et du coup, moi, quand j'ai vu la news, j'étais un petit peu pas content qu'on perde Caleb, pas qu'on récupère Quentin Grimes, parce que je trouvais que c'était un joueur quand même qui devait être important. Alors là, non seulement on apprend déjà, il a été beaucoup absent depuis qu'il est là, et pas toujours très très bon. Disons qu'il a fait le taf vers la fin avant de se blesser. Et en plus, le fait est que tu récupères un meilleur joueur, je pense, dans la transaction. Donc, on a de quoi être satisfait avec l'arrivée de Grimes. En espérant, oui, voilà, c'est le côté d'Anthony Melton, C'est ça. un petit peu au-dessus au niveau de certaines Oui. choses, je pense. Oui, oui. Oui, oui, c'est exactement. C'est George Hill, voilà, le joueur que je Ouais, cherchais. d'accord. C'était le trade de George Hill qu'on avait fait à une deadline et on avait lâché un second tour. Et c'est celui-là qu'on a récupéré, en fait. Voilà. Mais oui, oui, comme tu dis, bah, c'est exactement ce que j'avais noté. On l'avait dit la dernière fois. Moi, quand tu m'avais demandé quel joueur il nous faudrait, j'avais dit bah, un style de D'Anthony Melton. Et c'est un peu ça. Mais comme tu dis, pour moi, c'est même mieux Ouais, dans le sens où, en fait, D'Anthony Melton était très fort pour créer des interceptions dans le playmaking défensif. Là, on a plus affaire à un joueur qui sera moins fort là-dedans, mais ouais. par contre, en termes de navigation d'écran, défense du périmètre, là, on va avoir un vrai joueur qui va pouvoir avoir ce rôle-là. Et en fait, quand je réfléchissais un peu, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des joueurs capables de faire Ce ça. Je me type de demande, défenseur bah, sur le depuis backcourt. Ben Simmons, franchement, Clairement. c'est le rôle que tu l'as très bien dit, c'est le rôle que devait avoir Caleb Martin. Moi, je m'attendais à ce que Caleb Martin soit bon là-dedans. Et en fait, j'étais un peu déçu sur les matchs sur lesquels il a joué. En fait, je l'ai pas trouvé très bon dans la navigation d'écran. Il était plus là aussi à gêner les joueurs avec sa Hmm. longueur. Mais en termes de défenseur du point d'attaque, c'est vraiment ce qui nous manquait. Et du coup, je trouve ça bien que finalement, pareil que toi, moi je m'attendais pas à ce que Caleb Martin soit bougé à la DNA. Je m'attendais plus à si on devait bouger un ailier, ce serait plus Kelly Oubre. Après, je pense que c'est pas non plus étonnant parce que bah, Kelly Oubre, je pense, intéresse moins de monde, ce qui est logique. Caleb Martin reste un meilleur joueur. C'est pour ça que c'est Caleb qui a finalement été tradé. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, on va avoir des joueurs qui vont être mis dans leur rôle comme on a envie de les voir. Oui. C'est-à-dire, Quentin Grimes va défendre le périmètre, on va avoir Paul George qui là où il est excellent, va pouvoir faire toutes les aides un peu au panier en second rideau, plus close-out sur les joueurs, faire du playmaking défensif. Enfin, là, en fait, où Paul George est le meilleur. Et Kelly Oubre, lui, va pareil être mis un peu dans ce rôle où il fait un peu ce playmaking défensif, mais
Kelly Oubre, lui, c'est plus des paris qu'il fait, mais vu qu'on n'avait plus trop ce défenseur du périmètre, on utilisait souvent Kelly Oubre là-dedans, et c'est pareil, je pense que c'est pas son meilleur rôle. Là, au moins, avec Grimes, on va avoir un vrai joueur qui va prendre le guard adverse qui crée du jeu. Par exemple, si on joue les Knicks, Quentin Grimes va être placé sur Jalen Brunson. Clairement. Clairement. On va continuer d'avancer parce qu'il y a eu quand même quelques autres mouvements sur la deadline. Alors, on va faire un gros package parce qu'on va faire le gros package, la deadline de Josh Harris, finalement. Oui. Puisque ça a été ça, hein, en dehors du move vraiment sportif sur Grimes contre Martin. Le reste qui s'est passé, c'est qu'il fallait passer sous la taxe. Alors, je l'ai déjà dit la dernière fois et je le pense toujours. S'il y a bien une saison où j'en veux pas qu'on passe sous la taxe, c'est cette année, vu que on joue vraiment pas grand-chose et que c'est pas... Je comprends qu'une année comme ça, il vaut mieux ne pas payer la taxe pour ne rien jouer. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dump KJ Martin. KJ Martin qui était, comme j'avais dit la dernière fois, et tout le monde le savait un petit peu chez les general managers, qui était une trade exception vivante. Hein, c'était pas un joueur sur lequel on comptait réellement, même s'il a apporté quelques matchs intéressants. Hein. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un joueur qui valait notamment la valeur de son contrat. Hein. Donc, c'est ça qui était le plus important. En envoyant 2 seconds tours aux Pistons pour qu'ils absorbent ce contrat. C'était pour passer sous la taxe. Derrière, Daryl Morey a voulu réparer un petit peu ce qui l'obligeait à perdre des seconds tours. Donc, il a réussi à faire un move où il a envoyé Reggie Jackson. Donc, pareil, hein, un joueur sur lequel on comptait plus du tout. Hein, depuis le début de saison, ça n'a pas été ce qu'on attendait de lui. Donc, il a récupéré 2 seconds tours plus Jared Butler. Alors, est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur Jared Butler? J'avoue que moi, je connais assez peu le joueur. Je me rappelle au moment de sa draft qu'il avait une petite hype comme un joueur intéressant. Je me rappelle que notamment Envergure aimait bien le joueur. Un joueur un peu, un guard un petit peu costaud, si je me rappelle bien, et qui est capable de mettre des shoots. Bon, ça a été un échec jusqu'à maintenant. C'est quand même un joueur qui est en 3e année ou en 3e année, je crois. Donc, si ça n'a pas encore réussi jusqu'à maintenant, je pense qu'on va pas énormément compter sur lui non plus. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, ça peut être les surprises des contextes qui fait qu'il marche mieux. Et donc, on passe sous la taxe. Qu'est-ce que tu penses de tous ces moves, Matt? En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que même le move de Quentin Grimes, alors il y a la valeur terrain, mais c'est pareil, hein, gagne c'est de un l'argent move, pour l'instant. Ouais, parce qu'à mon avis, si Caleb Martin et Quentin Grimes gagnaient le même salaire, je ne suis même pas certain que le trade aurait été fait. Je pense vraiment. Aussi. Moi, je pense que le tableau blanc des Sixers, ça devait être écrit on passe sous la taxe, et je pense que c'est ça. Josh Harris a dû aller voir Daryl Morey, écoute, il faut que tu passes sous la taxe, trouve les moyens que tu veux pour le faire, mais le but premier, c'est ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'aussi il y a eu le move de Quentin Grimes. Alors tant mieux, on récupère quand même un bon asset T1. Par contre, alors le deuxième move que tu viens de dire, ça c'est clairement c'est pour passer sous la taxe. Mais moi, tu vois, moi vraiment ce move, on n'aurait pas fait ce move-là, j'aurais aimé notre trade deadline. Mais je trouve que là, par contre, le tableau en tout cas, se noircit parce que moi, j'aime pas du tout ce move. Comme tu as dit, je suis d'accord. Pour passer sous la taxe, je pense que ça fait vraiment sens cette année puisque on n'est pas contender, on l'a déjà dit, même si on sait que c'était l'objectif de la franchise, mais avec tout ce qui s'est passé, on ne l'est pas. Donc moi, je trouve ça logique de passer sous la taxe. Je trouve ça déjà logique de passer sous la first apron, parce que aller au-dessus des aprons, ça t'handicape surtout la seconde, mais même un peu la première, puisque on en parlera plus tard, mais ça peut te donner accès à l'été à la full MLE, la biannual exception aussi, donc ça peut te permettre de construire ton roster pour la saison prochaine. Donc moi, je trouve ça logique de passer sur la first apron. Passer sous la taxe, ça, nous les fans, on s'en fout un peu, entre guillemets, mais je peux comprendre que ton proprio vienne te voir en te disant, bon, on joue rien cette année, moi je veux passer sous la taxe, puisque effectivement, ça sert à pas grand-chose de payer la taxe si tu ne joues rien, mais par contre, j'aurais préféré que ça se fasse autrement. KJ Martin, qui était un peu, comme tu as dit, la trade d'exception humaine, où normalement, il aurait dû te servir à te ramener un joueur équivalent ou à l'agréger avec un autre, par exemple Kelly Oubre ou André Drummond, où ça t'aurait fait entre 12 et 15 millions à envoyer à quelqu'un et tu aurais très bien pu récupérer un joueur. Je trouve ça dommage de s'en séparer comme ça, surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'en voulais plus cet été, c'était possible parce que le contrat de KJ Martin la saison prochaine est non garanti. Oui, donc sûr. Avant la draft, ils auraient pu dire on le waive, on le coupe, et ça aurait été bon aussi. Donc moi en fait ce qui me dérange c'est encore que tu l'échanges pour créer pour passer sous la taxe, mais c'est d'envoyer 2 seconds tours, je trouve que c'est énorme.
Encore, t'en Après, envoies un, ça m'aurait dérangé, mais deux, je trouve que c'est beaucoup trop. après, oui, c'est les affaires de justement de négociation et sûrement que tout le monde est au courant à NBA que Josh Harris doit vouloir absolument passer sous la taxe. Donc c'est à ce moment-là, j'imagine que une équipe comme les Pistons qui pouvait absorber le salaire et qui s'en fiche de KJ Martin, c'est normal, qui réclame un minimum de second tour. Je suis d'accord, hein. C'est gênant, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, sachant que j'ai vraiment beaucoup. Moi, je pense que de plus en plus, quand j'étudie un petit peu ce qui nous a manqué la plupart des saisons et tout, je pense que Josh Harris est un peu le principal responsable un peu du fait qu'on n'a jamais pu aller beaucoup plus loin. Mais là, en l'occurrence, vraiment, je comprends c'est la saison où je comprends, on veut passer sous la taxe. Maintenant, c'est clair que déjà, c'est un aveu d'échec, hein, parce que comme tu dis, KJ Martin, il était là pour te ramener un asset de terrain à la base, c'est ce qui était prévu. Mais quand tu arrives à la mi-saison et que tu sais que au mieux tu seras, allez, on va jouer les très grands optimistes, au mieux tu seras sixième, tu vois, en faisant vraiment un parcours sans faute quasiment jusqu'à la fin de saison, bah t'as pas envie de payer la taxe et c'est l'année où je comprends un petit peu plus les moves, surtout qu'on a la chance d'avoir Daryl Morey qui derrière va récupérer du second tour du côté de Washington, dans un deal où il envoie un premier tour qui est au début quand j'ai vu un first dans cette news, moi j'étais paniqué, j'ai eu vraiment peur qu'on envoie un first en plus. Donc en plus ça n'avait pas de sens parce que Reggie Jackson c'est un contrat minimum, donc ça change rien un petit peu au niveau finance, mais finalement c'est le first, c'est un swap en plus avec les Clippers qui implique les Rockets et les OKC, et OKC. En gros, c'est vraiment un fin de premier tour parce que ce sera un choix du 28, 29, 30. Sachant qu'on récupère des seconds tours qui seront 31e, 32e. Voilà, donc, c'est ça. Effectivement, non, pour moi, c'est un bon deal. Oui, pour moi, c'est un bon deal. Non, mais t'as raison, passer sous la taxe, tout ça, ça là-dessus, je suis d'accord. C'est plus moi la manière de le faire. Et moi, j'écoute souvent un podcast anglophone sur les Sixers là, de Cal Newbeck et Derek Bodner qui sont assez connus de la fanbase. Et Derek Bodner maîtrise très bien le CBA. Et il a dit une chose très juste, c'est qu'en fait, le contrat de KJ Martin, tu aurais pu t'en servir le soir de la draft. Sachant que soir de la draft, il y a énormément de mouvements qu'ils ont fait. En fait, c'est ça qui est dommage. C'est OK pour cette saison. On punt la saison, entre guillemets, on va dire, même si on ira sûrement au premier tour des playoffs, mais on fera sûrement pas grand-chose. Mais ça, on en reparlera plus tard dans le podcast. Mais c'est surtout qu'en fait, ça aurait pu encore te servir pour la saison prochaine. C'est ça qui est un peu dommage. Ce serait devenu un contrat expirant que même Alors, je sais pas si tu dois le garantir avant de l'échanger ou si tu peux quand même encore l'échanger non garanti. Je crois que tu dois le garantir avant. Je crois. Je suis pas sûr, mais c'est possible. Mais au pire des cas, ça devient un contrat finissant, vu que du coup, il passe. Ça aurait devenu un contrat finissant et tu aurais pu l'agréger encore une fois avec soit Drummond, soit Oubre pour récupérer un asset de terrain pour la saison prochaine. Moi, c'est plus par rapport à ça. Bon, maintenant, c'est fait. Voilà. La seule raison, c'est que Josh Harris ne voulait pas payer un centime de taxe dans une saison où on allait terminer au mieux play-in, quoi, en gros. Oui. Et voilà, moi aussi, ça m'embête, mais disons qu'il n'y a aucune surprise, vu qu'il y a des saisons où il ne voulait pas payer la taxe alors qu'on était contender. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner non plus qu'on soit à ce niveau-là. Donc on va essayer de faire vite, parce qu'on a déjà un gros timing alors qu'il nous reste pas mal de choses à dire. La déception de garder Drummond. Oubre, personnellement, c'est vrai que je trouve que la valeur de son contrat a fait que ça aurait pu être tradé. Mais je pense que si l'équipe tourne bien, c'est pas un mauvais joueur, Kelly Oubre, surtout en sortie de banc. Il t'apporte de l'énergie un peu. Et bon, il a tous les défauts qu'on a déjà dit, notamment dans le dernier podcast. Mais je suis pas, sachant qu'on a une profondeur à l'aile. C'est-à-dire qu'il aurait fallu ramener quelqu'un à l'aile avec le contrat de Kelly Oubre. La profondeur à l'aile, elle est ce qu'elle est là maintenant. Donc Kelly Oubre, je suis content de l'avoir en sortie de banc, personnellement. Même si j'ai l'impression que Nick Nurse l'aime bien en tant que titulaire et il y a des chances qu'il le reste. Oui, on va parler du gros sujet un petit peu sur cette qui est mené par cette deadline. C'est Yabusele, donc on l'a pas tradé. Ce qui est pas si étonnant que ça, parce que je pense que le joueur n'est pas non plus assez intéressant pour qu'une équipe envoie un first. Donc à partir de ce moment-là, autant le garder, quoi. Il n'y avait pas grand intérêt à
le trader et puis quitte justement à le perdre pour rien. Mais la place qu'on a fait sous le cap et justement nous permettrait de à la fois peut-être prolonger Quentin Grimes, pardon, j'allais dire KJ Martin, Quentin Grimes et donner une mid-level exception à Yabusele. Alors, mettons les pieds dans le plat. Moi, j'espère qu'on va pas lui donner une full mid-level exception qui est à 13 millions de dollars, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est beaucoup, pour moi, c'est beaucoup trop donné à Yabusele. Alors que beaucoup, notamment des médias américains, la fanbase s'attend à ce qu'il ait une full mid-level exception. Moi, je pense que c'est un joueur qui s'il n'a pas d'offres supérieures ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il ait des offres non plus si énormes que ça. Donc, c'est un joueur que j'aimerais avoir autour de 5-6 millions de dollars. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses, Matt, tout simplement? Oui, bah ça c'est le gros sujet effectivement parce que moi c'est vrai que sur Twitter je vois beaucoup de surtout la fanbase américaine des Sixers qui disent oh c'est cool tous les moves ont été faits pour donner la full MLE à Yabusele. C'est vrai qu'à chaque fois ça me fait un peu sursauter. Je me dis alors j'espère qu'il parle d'une partie de la full MLE mais c'est sûr que pour moi tu peux pas donner Non. c'est énorme 13 millions c'est un titulaire NBA qui prend 13 millions. Alors Yabusele a beaucoup été titulaire à cause des absences, mais normalement, c'est pas censé en être un. Je comprends par contre qu'on lui en donne une partie, ça me paraît tout à fait logique parce que déjà, bah, il y aura sûrement un peu de la concurrence, même si, comme on l'a dit, ce qu'il faut aussi savoir avant que j'oublie, c'est que quand tu utilises ta MLE ou une partie de ta MLE, déjà tu es hard capé à la first apron, ce qu'il faut quand même pas négliger, hein. Donc je pense qu'aussi c'est pour ça qu'on a fait tous ces moves, parce que j'imagine qu'ils se projettent à se dire on va donner une partie de la MLE à Gershon et à Bouzélé, mais du coup c'est très handicapant hein, d'être hard capé à la first apron pendant toute la saison prochaine, ça va forcément t'impacter pour les moves que tu veux faire. Mais ça veut aussi, si ce qui est valable pour nous, c'est valable aussi pour les autres. Ouais. Donc les autres équipes, c'est pareil. Les autres équipes qui vont devoir donner une partie de leur MLE à Yabusele, bah, elles vont forcément aussi se handicapper à la first apron. Parce que bon, moi, j'imagine quand même que ça va plus intéresser des équipes compétitives parce que Yabusele intéresse des équipes, par exemple, comme Charlotte, Brooklyn, parce que Brooklyn aura du cap. Bon, je vois pas trop l'intérêt, hein. Yabusele, c'est plus trop un jeune joueur. On est un peu sur sa version finale. Enfin, je serais quand même étonné qu'une équipe comme ça lui donne un contrat, hein. Je sais pas toi ce que t'en penses de ça. Je suis totalement d'accord. Il y a juste une équipe qui est... peut-être il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, c'est le profil d'équipe qui m'inquiète, c'est le profil des Spurs. Parce que les Spurs, c'est une équipe qui n'est pas encore, qui joue pas encore le titre, quoi que ce soit. Même si ils viennent de faire d'Aaron Fox, c'est une équipe qui est en construction d'être bonne, tu vois. Et ils n'ont pas encore énormément de joueurs vraiment à mettre en playoff. Je pense que tu peux se dire qu'aujourd'hui, moi c'est ce que je me dis du côté de Philly, Yabusele, ça peut être ton 8e homme. Ça doit être ton 8e homme quand tu as une très bonne équipe. C'est le gars qui va jouer 10-15 minutes en playoff et qui donnera de l'énergie. C'est pas un défenseur extraordinaire, c'est plutôt très bien ce qu'il fournit en attaque actuellement, même si il faudra voir justement en playoff en fonction s'il est un peu plus respecté, si ce sera aussi bien que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais tu vois, une équipe un peu comme les Spurs qui n'a pas un roster rempli de joueurs prêts pour les joutes de playoff, quoi que ce soit, qui pourraient, ils sont pas encore à la fin du projet, qui pourraient donner un beau contrat à un Yabusele, un contrat un peu supérieur que ce qu'on pourrait donner. En tout cas, moi j'espère qu'on ne s'annulera pas sur des offres trop élevées. Avant de commencer à enregistrer, tu parlais de éventuellement, ça ne te choquerait pas qu'il soit au niveau du salaire de Kelly Oubre, mais tu vois, pour moi, ça serait un peu la même erreur qu'on a fait avec Oubre, justement, de lui donner autant. Je trouve que c'est un bon profil pour nous, plus que pour certaines équipes, parce que le côté, je peux être un peu le backup d'Embiid sur quelques minutes, mais aussi jouer avec Joel, ça m'intéresse, parce que nous, justement, allouer beaucoup d'argent sur un backup, c'est compliqué, ça n'a aucun intérêt, et pourtant, tu sais que quand tu n'as pas Joel Embiid, c'est très compliqué, donc il y a un côté intéressant chez Yabusele chez nous, mais moi, je pense que c'est un joueur qui doit être à peu près au mieux ton 7e joueur dans la rotation. Donc c'est pour moi, tu donnes pas loin de 10 millions de dollars à un joueur comme ça, tu vois. Oui,
Bah oui, ben le problème, c'est comme tu dis, ouais, c'est vrai que oui, les Spurs sont typiquement le genre d'équipe qui peuvent lui faire une offre. Alors après, eux, c'est pareil, je suis en train de regarder, donc ils sont cap out, donc ce sera pas du cap, hein, ils pourront pas lui donner Ouais, du cap, ce sera ce forcément une sera une partie exception. Mais tu vois, eux, ça Donc, les dérangerait pas d'être non, ouais, hard cap, parce tu qu'eux, ils vois. sont vraiment en dessous, ils sont là, tu vois, ils sont à 13 millions en dessous de la first step actuellement, Hmm. sachant qu'il y a le contrat de Chris Paul qui va se finir. Ouais, c'est tout, mais c'est quand même déjà 10 millions qui vont se libérer. Et par contre, bon, ce que je me dis, c'est pas pour cet été, mais il y a la prolongation quand même aussi d'Aaron Fox qui viennent Oui. d'échanger. Donc Mais tu vois, ils ont le temps pour ça. C'est mais ils ont le pas. temps. Mais c'est vrai que ça pourrait être une équipe concurrente, clairement. Mais ce qui me rassure, entre guillemets, c'est qu'ils pourront pas surpasser nos offres. Ce qui pourrait, par Oui. contre, ce sera après à Yabusele de choisir. Moi, je pense que les Sixers vont quand même s'aligner, à moins qu'il y ait vraiment une offre beaucoup trop élevée, que genre les Spurs lui offrent toute leur foule MLE, mais ce qui quand même, ça me Ce qui paraît paraîtrait quand même improbable, en dingue. fait, Ouais, qu'une équipe le fasse, en fait, tout simplement. ouais, ça me C'est pas un paraît quand joueur qui a même cette assez valeur dingue. terrain, donc. Parce que tu vois, même aux Spurs, je le vois pas être titulaire. Il y a leur 5 actuel ne bougera pas. Oui. C'est Harrison Barnes qui sera un peu son concurrent. Harrison Barnes, je le vois. Pour être, Pour moi, il va rester titulaire. pour être un bon Donc, sixième homme, tu vois, aux Spurs, pour le coup. voilà, c'est ça. Donc ça voudrait dire qu'aussi, eux aussi, ils allouent à quelqu'un de leur banc une foule MLE. Ça me paraît improbable quand même. Oui, ça me De, paraît assez improbable de, aussi. de donner autant d'argent. Mais oui, comme tu as dit, bah, en fait, nous, on a cette problématique du backup pivot qui remplit bien. Parce que vu que Joël est souvent absent, bah, t'as pas comme allouer beaucoup d'argent sur un backup pivot, c'est embêtant. Parce que quand Joël est là en playoff, si t'alloues ne serait-ce que 10 millions sur un backup pivot, c'est d'ailleurs en faisant le parallèle à Horford, c'est pour ça qu'Horford avait été signé en fait. C'était pour Bien faire ça, sûr. mais on a bien vu que c'était une erreur. Mais en fait, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est mettre de l'argent sur un backup pivot, mais qui est capable de De jouer faire un autre rôle chose. d'ailier, en fait, qui est la double casquette backup pivot et rôle d'ailier pour qu'il C'est puisse ça. jouer aux côtés de Joël. Et c'est un peu ce que fait Gershon Yabusele, même si il y a des limitations, on l'a déjà dit en protection de cercle et tout ça, mais c'est un peu le profil idoine. En tout cas, c'est un peu le meilleur profil qu'on ait Mm. jamais eu pour avoir un backup pivot à mettre aux côtés de Joël et qui puisse aussi jouer en même temps que lui. Ouais, tu vois, on a eu, en termes de pivot undersize, on a eu quand même Montrezarel qui a été un temps la doublure de Joel Embiid. En termes de physique, c'est un peu le même physique, hein, Montrezarel, Garchon Yabusele, sauf qu'à la différence, il y en a un qui joue derrière la ligne en attaque Bah c'est ça, ouais. et qui du coup, c'est totalement différent en fait. Alors c'est pas un ailier hyper moderne, mais étant donné, si il reste sur les mêmes pourcentages à 3 points, rien que pour ça, il est respecté, il t'offre du spacing, rien que pour ça déjà, c'est un bon joueur, t'es content de l'avoir sur le terrain, tu vois. Donc Oui. rien que pour ça, c'est là où gagne énormément de valeur Yabusele, pardon. On va enchaîner. Dernier sujet un petit peu justement, trade, tout ça. Ça va être le marché des buyouts. Il nous reste deux roster spots qui sont vides. Pour toi, qu'est-ce qu'on fait avec ces rosters, roster Bah, spots? alors il y a même, je me suis trompé dans la trame, j'ai mis 2, mais en fait je suis allé vérifier, on en a 3 Il y en même a de 3. libres. Je pense Alors qu'il y en a un pour Justin Edwards. voilà, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'à un moment j'ai mis 2 quand j'ai fait, parce que pour moi c'est tellement évident. En plus ils l'ont, je sais plus, une personne de Twitter que je suis qui est vraiment très fort, c'est Yossi Goldsman, je crois qu'il s'appelle, qui est très fort en termes de cap, et il l'a vraiment dit que bah, je crois que c'est le move de Reggie Jackson te fait passer à 1 million en dessous de la luxury tax si tu proposes un contrat à Justin Edwards. Donc je me suis dit Oui, bah voilà. c'est vraiment fait pour. C'est évident vu que on l'a vu, bah, Nick Nurse le fait quand même beaucoup jouer. On en parlera à la section d'après, mais je pense que même il aura un rôle quand Hmm, les titulaires tout à vont fait. revenir. Donc je pense que oui, il aura un roster spot réservé pour lui. Donc ça te laisse à 2 roster spots de vide, sachant que bah, du coup tu es sous la first ape round. Tu as un avantage concurrentiel, on va dire, par rapport à certaines équipes qui sont au-dessus des ape rounds, c'est que tu peux signer un buyout qui gagnait plus de la mid-level exception, donc c'est-à-dire l'ancien. Par exemple, si on prend l'exemple de Ben Simmons qui gagnait 40 millions, c'est au-dessus des 12 millions, eh Hmm. bien, on peut le signer en buyout, sachant que des équipes comme les Lakers, les Celtics, les Suns
eux ne pourront pas le signer. Voilà, c'est la nouveauté du nouveau cibier quand même à savoir. Donc on va avoir un avantage concurrentiel par rapport à ça. Maintenant, hier, j'étais un peu emballé, on va dire, par ce marché des buyouts, parce qu'effectivement, il y a des joueurs comme Ben Simmons, comme Bruce Brown, qui vont être, qui normalement auraient dû. Il y avait aussi Malcolm Brogdon, sauf que ce matin, en regardant un peu Twitter, on voit déjà apparemment les Sixers ne sont pas intéressés par Ben Simmons s'il se fait buyout. Malcolm Brogdon ne sera pas libéré et Bruce Brown apparemment ça va être pareil. Donc c'est vrai que là du coup le marché des buyouts va être assez limité. Moi il y avait Torrey Craig aussi que je me dis qu'il peut être intéressant, mais il a signé au Celtics. Mais par contre lui, vu qu'il avait un contrat en dessous des 12 millions, t'es concurrencé par toutes les autres équipes. Donc c'est pour ça que les Boston Celtics ont pu le signer. Mais c'est vrai que du coup là je t'avoue qu'au niveau des buyouts je sais pas trop. J'ai vu qu'il y avait 7 Curry potentiellement, mais bon, 7 Curry, c'est pas ça qui va changer grand chose. Il y a Kelly Olynyk potentiellement. Après, ça fait un peu doublon, je trouve, avec Yabusele. C'est ça. C'est un peu le même rôle. C'est pivot offensif qui peut stretch, qui est intelligent, qui est un bon passeur. Je vois là peut-être Gary Harris, Corey Joseph, mais ça, c'est un peu des estimations parce qu'on n'est pas sûr que les équipes. Voilà, on ne sait pas si les équipes vont encore le libérer. Tu vois, Bruce Brown, moi je pensais que oui. Finalement, apparemment, il va rester à New Orleans et il pourrait même peut-être lui proposer une prolongation de contrat, ce qui n'est pas non plus déconnant parce que logiquement, New Orleans va être contender, donc c'est typiquement le genre de joueur que tu as envie de voir. C'était plus pour cette année où effectivement, eux pour le coup, ils ont vraiment punté la saison, ils vont jouer la draft, où ils auraient pu le libérer, mais apparemment non. Donc c'est vrai que là, je sais pas toi si tu vois des joueurs, non. Mais c'est vrai que c'est limité. Hein. Non, c'est très limité. Après, le marché des buyouts, c'est pas non plus le marché des rêves. Hein. C'est rarement ça. Oui. Disons que dans l'optique, effectivement, Bruce Brown, Malcolm Brogdon, ça faisait un marché des buyouts qui aurait été supérieur même à ce qu'on a vu récemment dans le marché des buyouts. Effectivement, apparemment, ça va pas être le cas. Donc à partir du moment où tu peux pas récupérer un joueur qui est au-dessus de sa valeur normalement, là, j'en vois plus. Hein, tu vois, Torrey Craig a été signé. Ben Simmons, j'aurais été chaud. Hein. Ben Simmons, pour le coup, c'est possible qu'il se fasse buyout par les Nets. Il y a même pas mal de chance, hein, finalement. Oui, il y a même eu carrément c'est hier, ils l'ont dit, il est en train de travailler sur un buyout. Lui, je pense qu'il va vraiment l'être. Par contre, il y a eu quelqu'un du Sixers Twitter, pas non plus un insider, mais qui a quand même quelques infos, qui a clairement dit les Sixers ne seraient pas intéressés. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé qu'on réécrive un petit peu l'histoire avec Ben Simmons, un joueur que j'ai aimé et que j'aime toujours et que c'est plus le joueur d'avant, mais un tout petit contrat qui revienne un petit peu justement apporter du playmaking, hein, chose dont on manque. Hein, donc, Oui, c'est ça en fait. C'est surtout qu'il, pour moi, il remplira un besoin au-delà de toutes les histoires. Oui, c'est effectivement, ça pourrait être beau de le revoir sur le maillot des Sixers, machin. Il y en a, ils veulent pas le voir vu comment ça s'est terminé. Mais si on regarde que le terrain, il comblerait des besoins qu'on a. La défense, même si je pense que c'est pas là où on aura le plus de besoins, mais avoir un autre ailier, moi je dis pas non. Même si admettons on aurait été compétitif en play-off, si t'as pas envie de le faire jouer, c'est un contrat minimum, c'est pas comme avant où il avait un peu ce statut de star. Là, c'est plus le cas. Donc si t'as pas envie de le faire jouer, tu le fais pas jouer. Il y a clairement des match-up. Si tu te retrouves en play-off, il y a clairement des match-up où t'auras pas envie d'avoir Ben Simmons sur le terrain parce que ce sera trop compliqué. Mais c'est pas très engageant, comme tu dis. Si c'est un contrat minimum que tu as eu en buyout, c'est juste la belle histoire qui est à côté. Mais à côté de ça, il t'apporte des choses sur des missions, en fait. Hein. Ça aurait été un joueur un peu de mission, justement. Que ce soit des missions de playmaking, que ce soit des missions défensives. Moi, j'aurais été content. En tout cas, ça aurait été la belle histoire. Si ça se confirme qu'on n'est pas du tout dessus, il n'y a plus grand-chose qui m'intéresse du côté du marché du buyout. C'est ça. Et puis, il aurait été intéressant pour moi, c'était les minutes et les matchs sans Embiid. On manque de liant un peu. Je pense qu'il aurait servi un peu de plaque tournante pour les autres joueurs. Avec Maxi, je pense que ça aurait très bien fité. Donc moi, c'est pour ça que ça m'intéressait. Bon, visiblement... Étant donné même qu'on a beaucoup fait jouer Yabusele au poste de 5, ça me choquerait pas de voir Ben Simmons au poste de 5. Tu vois. Simmons n'a pas non plus de protection de cercle comme Yabou. Par contre, il va switcher tout et du coup, tu peux quand même mettre 4 shooters sur le terrain et là, il est moins un problème quand Embiid n'est pas là. Donc, moi, je trouve toujours ça intéressant.
peut-être que on se mettra dessus à un moment ou à un autre, hein, j'en sais rien. Hein, ça a l'air de pas être le cas, mais c'est la seule signature imaginable que j'aimerais bien, on va dire. Oui, pareil. Bah, moi, il y avait Ben Simmons ou Bruce Brown, mais bon, vu que Bruce Brown, C'est ça. il sera pas Même coupé Brogdon, hein. finalement. Moi, j'ai toujours été Oui, très mesuré sur Brogdon, parce que on a entendu beaucoup de choses sur ce qu'il faisait dans un vestiaire, mais là, on manque tellement de playmaking que Brogdon, ça aurait été quand même, oui, ça aurait été quand même formidable d'avoir Brogdon. Lui, il aurait pu être titulaire aussi, hein, dans une équipe de Philadelphie, hein. Il aurait pu être oui, dans le oui, starting oui. five. Mais bon, on va forcément signer quelqu'un en buyout parce que tu es obligé. On a 3 Oui, roster spots il nous de manque des libres. roster spots. Voilà, on va convertir, comme on a dit, Justin Edwards, mais il t'en restera 2. Alors peut-être que du coup, ils vont convertir Jared Butler, je sais pas. C'est possible, hein. Mais il t'en restera quand même un qu'il faudra combler. Donc dans tous les cas, il y aura au minimum une Une signature. signature, ouais. Bon, après, ça sera peut-être une signature totalement à la marge d'un joueur qu'on connaît à Oui, peine, hein. C'est je tout à pense fait que possible. ça va être ça, ou Hmm. peut-être, je sais pas, un Seth Curry, Olynyk, quelqu'un comme ça, Après, qui cette pourra Curry au quand minimum, même hein, c'est servir. pareil, hein. Tu Oui, prends, tu vois, oui, très très bon shooter. C'est pas grand-chose d'autre, mais on l'a vu, hein, du côté de Philly, hein. C'était une bonne saison, hein, quand il était là, cette Curry. Donc, c'est le Bah, type de joueurs qui sont à la marge. Moi, je suis content. moi, je préfère ça que voir Reggie Jackson comme on C'est avait un ça. moment où le mauvais Kyle Lowry, qui vraiment servait à pas grand-chose, où c'était très compliqué, là au moins, il pourra apporter au moins son shooting Oui, c'est un shooter. qui sera présent. Donc, J'ai dit un très bon shooter, mais c'est un élite shooter, hein, pour le oui, coup, c'est un cette Curry. shooter d'élite, donc Hmm. au moins il aura ça. Alors après, oui, c'est sûr, la défense, tout ça, on le sait, mais bon, c'est clairement pas le rôle dans lequel il sera, quoi. C'est ça. On va passer à la dernière partie. On va parler de ce qu'on attend un petit peu des matchs à venir et de cette fin de saison de manière globale. Alors, pour toi, comme je l'ai dit un petit peu au début, c'est un petit peu flou. C'était un petit peu flou. On va dire que ça commence à être un peu plus clair, hein, maintenant, ce qu'on va faire. Pour toi, c'est quoi les objectifs pour le reste de la saison? Bah, ouais, comme je disais au début, c'est vrai qu'il y a un moment, on s'attendait à pourquoi pas tanker, même si quand tu Ça regardes un peu paraissait les. improbable, quand même. Ouais, ça paraît improbable parce que tu vois, même j'ai lu un papier carrément de Josh Harris sur The Athletic, et même lui, il le dit, ils veulent clairement, en fait, eux, ils veulent pas lâcher Joel Embiid. Quand je dis lâcher Joel Embiid, c'est-à-dire le trader dans un futur proche, ou alors c'est peut-être que de la communication, hein. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait quand même sens aussi. Euh, Ils veulent, pour l'instant, ils ont encore confiance à ce qu'ils reviennent à un niveau, à un bon niveau. Alors, c'est vrai que moi, quand je le vois à chaque fois jouer sur le terrain, je trouve qu'il bouge bien. Je ne Hmm. vois pas avoir. C'est juste le fait qu'il n'est pas assez disponible, quoi, cette Hmm. saison. Mais c'est vrai que s'il revient, ne serait-ce à être disponible plus de matchs, bon, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, en fait, le problème, c'est. Enfin, pas le problème, mais on va dire le fait que on ne peut pas tanker, c'est que les équipes déjà derrière nous sont beaucoup trop derrière. Et les équipes devant nous, ça va devenir la même chose. Parce que tu regardes les deux équipes qui sont devant nous, c'est Chicago et Atlanta. Chicago a vendu Zach LaVine. Chicago a récupéré ses premiers tours de draft. Et je pense que ça, ils le C'est font. terminé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tanker tranquillement, en fait. Donc, Clairement. s'ils veulent tanker tranquillement, l'objectif là de cette partie de saison là jusqu'à la fin de saison, bah, ça va être de tanker. On a le même nombre de défaites que Chicago à l'heure actuelle. Donc on est encore 11e, mais on est tout proche de la 10e place. Donc la 10e place pour moi, elle nous tend les bras. Et la 9e place pour moi, c'est exactement pareil. Les Hawks ont bougé DeAndre Hunter hier soir. Ils ont Jalen Johnson qui va plus jouer de la saison. Donc là, clairement, pour moi, en plus, ils sont dans une spirale de défaites, les Hawks, qui est impressionnante. Donc c'est pareil, pour moi, la 9e place te tend les bras. Et j'ai même envie de dire la 8e place, parce que le Orlando Magic, même si normalement est censé avoir un bon effectif, c'est pareil, ils sont dans une spirale de défaites, un peu comme Atlanta, et ils sont qu'à 2 défaites des Sixers. Donc en fait, au final, j'ai l'impression que ce play-in, il tend un peu les bras. Donc malgré toi, malgré que même si tu avais envie de faire du tanking, bah tu vas être forcé de jouer le play-in quand même, parce que les autres équipes sont clairement moins bonnes que toi, au final. Ouais, il y a cette conférence Est, hein, qui est quand même très faible cette saison, en termes en tout cas de win, tout ça. Vraiment, on est sur un niveau très faible, hein. À une autre époque, notre début de saison nous aura emmené directement à la 15e place, ce qui n'est pas quasiment pas arrivé cette saison. Et j'ai envie de dire,
en plus. Alors c'est la réalité d'aujourd'hui et c'est pas forcément la réalité de demain, mais on a l'impression que tout le monde revient un petit peu de blessure, qu'on commence à compter sur un groupe à peu près complet, que Tyrese Maxey s'est mis en route, donc on va gagner des matchs, tu vois. C'est quasi impossible qu'on gagne pas de match, donc moi je vois cette équipe qui sera selon moi au play-in. Et puis on verra après. Et tout dépendra justement de. Je pense que ça terminera play-in quasi quoi qu'il arrive pour les raisons que tu as dit. Hein. C'est que déjà, ne serait-ce que Chicago, tu vois, juste Chicago, Oui, c'est sûr. Chicago, ils vont tout faire pour perdre maintenant. Donc oui, c'est oui, pas, oui. ça sera pas une surprise. Donc on va gagner, ne serait-ce que comme ça, on va gagner une place. Donc Ouais, et puis même au talent, je veux dire, Atlanta, enfin, c'est ça. ils ont perdu trop de joueurs. Alors, eux, je sais pas quel est leur objectif, parce qu'ils ont plus leur pick, faut le savoir. Mais on a l'impression qu'ils font des moves pour jouer la draft, alors qu'ils vont devoir de toute façon refiler leur pick à San Antonio. Mais en termes de talent, pour moi, là, il y a trop de déficit dans leur équipe comparé à la nôtre. Donc logiquement, on devrait même finir au minimum 9e sans vraiment forcer en C'est plus ça. au final. C'est ça. Sans forcer et si les choses se passent bien, qu'on récupère de la santé, c'est la seule chose dont on a besoin, je pense qu'on peut aller chercher une septième place, pas si, enfin, plutôt une huitième, de manière pas si Oui, compliquée. Et puis si vraiment les autres équipes ça galère et puis que nous on est bien, bah ça peut aller 7, 6, tu vois. Ça serait quand même bien d'être 6, ne serait-ce que pour éviter ce, oui, ce serait bien. ce play-in qui se joue sur un seul match, donc Bah, on sait jamais quoi. ouais, ou même je dirais 7 ou 8e, parce qu'au moins tu as juste un Oui, seul match pour te qualifier. et Parce pas que c'est deux. vrai que c'est le désavantage d'être 9 ou 10e, bah, c'est que tu es obligé de jouer 2 matchs C'est en fait, ça. pour te qualifier. Et une surprise, en un match, ça peut arriver. Oui, Donc oui, clairement. c'est ça la problématique. Quoi. Et puis, donc la question qui se pose, c'est on est d'accord tous les deux que normalement, sauf tremblement de terre, c'est-à-dire tout le monde blessé et là c'est terminé, on devrait être en play-in. Mais qu'est-ce qu'on attend finalement de cette possibilité de play-in, quoi? Bah, moi j'ai envie de dire, bah, donc bah, faudra se qualifier en playoff. Moi je pense que si t'es en play-in, c'est évidemment l'objectif. Pour aller jouer un premier tour contre, vraisemblablement, ce sera Cleveland ou Boston. Alors forcément, on va partir pas du tout favori, mais j'ai envie de dire, moi, l'objectif, ça va être un peu d'essayer de voir qu'est-ce que cet effet. Alors, faut espérer évidemment que tout le monde soit en santé à ce moment-là. Déjà, ce qui est bien, c'est que là, nos trois stars, Maxi, Embiid, Paul George, vont être Sont disponibles disponibles. dès ce soir contre Détroit. Donc, on va espérer construire un peu quelque chose, voir qu'est-ce que ça nous donne Que de ça pas dure avoir. plus que 3 matchs, quoi. Voilà, allez, ce serait bien qu'il y ait un stretch là de 10 matchs d'affilée où ils sont tous là, parce que au moins qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Et c'est ce que j'allais dire, bah, en playoff, pour moi, si on va en playoff, l'objectif, ça va pas être de passer un tour, hein. L'objectif, pour moi, ça va être de voir qu'est-ce que cet effectif a dans le ventre C'est ça. pour la saison prochaine. C'est ça qui va être important. Si tu vois, par exemple, tu rencontres Boston ou Cleveland, bon, vraisemblablement, tu vas pas te qualifier, mais que tu arrives à les accrocher, comme par exemple l'année dernière contre les Knicks, que tu les amènes en 6 ou miraculeusement 7 matchs, mais qu'à chaque fois, tu as des matchs accrochés, que tu dis, ah tiens, il y a ça qui est bien, il y a, ah bah tiens, on voit que la relation Embiid, Paul George, ça marche bien avec Maxi, tout ça. On Ah, voit que finalement, Justin Edwards, ça peut jouer les playoffs. voilà, que la défense, tu vois que par exemple, si on tombe contre Boston, ah, en fait, on voit qu'on a réussi à bien gêner Tatum, bien gêner Brand, ça peut nous servir, tu vois, ça va être ça, en fait, de construire Hmm. un peu quelque chose, de bâtir un peu quelque chose pour la saison prochaine, et d'essayer de voir quel manque on pourrait avoir pour, je sais pas, recruter un joueur avec le reste de la MLE pour la saison prochaine, essayer de combler les manques. Ça va être ça, en fait, là, Hmm. ça va être un peu de Clairement. voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour la saison prochaine. J'ai envie de dire, et on va en venir à un autre sujet du coup, c'est déjà le cas pour le reste de la saison régulière. C'est-à-dire Oui, que de aussi. toute manière, comme on l'a dit, ça va pas être si compliqué que ça d'avoir un play-in ou quoi que ce soit et d'être un petit peu compétitif. Donc l'objectif principal, c'est aussi de faire le tri, j'ai envie de dire, un petit peu justement dans tes role-players. Peut-être te faire un vrai avis sur Paul George. Hein. Moi, j'ai toujours pas envie de quitter le bateau Paul George, mais à un moment donné, il va falloir qu'il nous montre qu'il le mérite, j'ai envie de dire. Oui. Donc, j'espère que Paul George déjà sera pas trop blessé sur cette deuxième partie de saison et qu'on verra un peu plus de lui et de ce qu'on peut. Est-ce qu'on s'est vraiment trompé? Enfin, est-ce que le front office s'est vraiment trompé ou pas? Donc, on va en venir justement au sujet. Quel est le 5 majeur que toi que tu veux pour cette fin de saison? Avec les ajustements, les moves.
Bah, moi, j'avais pensé à évidemment Maxi. À ses côtés, moi, j'aimerais bien voir Quentin Grimes. Pour moi, c'est quand même celui qui fait Évidemment. le plus sens. Paul George, évidemment, Joel Embiid. Maintenant, c'est la question du cinquième. Bah, ça se joue pour moi entre Yabusele ou Kelly Oubre. Donc, tout dépend ce que tu veux sur le terrain. Si tu veux un peu plus de défense, ce sera Kelly Oubre. Si tu veux plus de spacing, ce sera Yabusele. Voilà. Donc, comment moi je le vois, parce que bon, Justin Edwards, ça pourrait être sympa, parce que je pense que lui peut t'apporter et le 3 points C'est et ça. la défense. Mais bon, je pense qu'il est encore quand même un peu trop vert, on va dire, entre guillemets, Ce pour sera, avoir une place de titulaire. ce sera probablement pas le choix de Nurse. En plus, Edward, Ouais, c'est ce qui paraît évident. J'ai quand même tendance à penser que Nurse va tenter au moins Oubre dans le 5. oui. Je suis d'accord, hein, la question c'est le cinquième. Là, avec l'acquisition de Grimes, quand tout le monde est là, on attend les trois superstars et Grimes. Moi, j'aimerais bien que ce soit, j'ai envie de dire, j'aimerais bien que ce soit Yabusele, mais qu'il n'y ait pas Mm. non plus trop de minutes. Déjà, Yabusele a l'avantage de spacer. Et à un moment donné, avec ces types de joueurs, c'est quand même pas mal. Avec Joel Embiid et Tyrese Maxey, Oui, notamment. Pour Paul George, c'est moins important. Justement, Paul George, il fait partie de ton spacing. Mais pour c'est Tyrese ça, ouais. Maxey et Joel Embiid, c'est important d'avoir un spacing le plus optimal possible. Et en même temps, je me dis, il y a Bouzélé, tu vois, avec Justin Edwards qui prend pas mal de minutes avec un peu les titulaires, tu vois, et un Oubre qui serait là plus en seconde unit, plus avec, tu vois, avec justement, pourquoi pas avec Yabou en pivot lorsque celui-ci prend les minutes en pivot de Joel Embiid. Et tu vois, quelque chose d'organisé un petit peu comme ça. Parce que j'ai aussi envie de voir Justin Edwards aussi, avec les quatre titulaires. Pas titulaires, mais avec Mm. les quatre titulaires, tu vois. Ah oui, non, mais pour moi, il doit avoir un rôle, hein. Hmm. Il a trop montré pour là, d'un coup, de redescendre dans la hiérarchie, pardon. Puis, bon, je veux pas dire, t'as pas non plus des solutions de banc. Enfin, Eric Gordon, Kyle Lowry, tout ça, ils sont bien gentils. Même Ricky Council, moi, comme je disais, je préfère Justin Edwards. Pour moi, il a montré plus de Largement. choses que Bah, déjà, Ricky il shoot, hein. Council. C'est Donc, ça. Et puis, mais même la défense. Tu dis, moi, Ricky Council, je suis pas fan de sa défense, hein. Il fait quand même mhm. beaucoup d'erreurs. Justin Edwards, pour moi, est un joueur plus fiable que Ricky Council. Donc, pour moi, il doit avoir un rôle, hein. Je serais vraiment déçu s'il n'en a pas et je serais très étonné. Moi, je pense qu'il en aura un. Et je suis d'accord, Kelly Oubre, pour moi, son meilleur rôle, c'est en sortie de Sortie de banc. banc. Ouais. Jouer le plus possible contre des bancs adverses. Parce que, comme tu Contre as des bancs dit, adverses et tu lui laisses justement un peu ce qu'il sait faire, même s'il le fait pas parfaitement parce qu'il a des c'est choix ça. douteux, mais tu lui laisses ce qu'il sait faire parce que c'est là où il est intéressant. Donc en Ouais, gros, un qu'il peu, prenne ouais, des ce scoreur initiatives, micro-ondes. c'est ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord parce qu'en plus, le problème, on l'a vu, ce qui a posé problème dans la série contre les Knicks la saison dernière, c'est que beaucoup d'équipes ignoraient un joueur pour aller surcharger le terrain sur Embiid et Ce Tyrese qui est Maxey. normal. Mais si tu mets Kelly Oubre, ça va être pareil. C'est Et, normal. et c'est aussi pour ça, j'en reviens vite fait sur Grimes, c'est pour ça que je suis content qu'il arrive, parce Ouais. que moi, ce que j'aimais pas, c'est d'avoir Caleb Martin et Kelly Oubre en même temps sur le terrain. Parce que ça te Tu avais posait des deux problèmes de joueurs qui n'étaient pas spacing. respectés. C'est C'est-à-dire ça. que les deux sont capables d'en mettre. Caleb un peu plus que Oubre quand tout va bien, mais les deux sont des joueurs que tu peux laisser. Ouais, c'est Franchement, ça. Mais c'est les pas si équipes, grave. Boston, le match qu'on gagne contre Boston, c'était la stratégie de Boston. Ils Hmm. avaient mis Kristaps Porzingis sur Caleb Martin. Bon, bah, Caleb Martin a rentré tous ses shoots. Mais si tu t'es dans un 9 jour un fois peu sur moins bien, 10. bah, c'est ça. Ça va. Puis même, je veux dire, schématiquement, ça veut dire que tu enlèves ce que fait Maxi et Embiid et tu préfères voir Caleb Martin shooter à 3 C'est points. ça. Et c'est problématique. C'est ça. Le spacing est encore trop important. Il y a un peu de révolution à NBA où il est moins important, on va dire, qu'il y a 2-3 saisons, mais il est encore trop important pour que tu aies plus qu'un non-shooter. Ouais, et puis, puis le problème, c'est comme on l'a dit, on n'a pas des passeurs d'élite, donc c'est encore plus C'est important encore d'avoir un plus bon important. spacing. Avec Joel Carrément. Embiid, il faut qu'il ait. Tu vois, Nikola Jokic, c'est moins dérangeant qu'il ait moins de spacing. Tu vois, par exemple, avec un Aaron Gordon, il a une super relation, mais parce que il a un tel passing que c'est pas dérangeant. C'est ça. Aaron Gordon coupe dans la raquette, mais Embiid, c'est plus problématique. Pour moi, il faut qu'il ait un bon spacing. D'ailleurs, sa plus grande saison, c'est quand on avait un des spacings les plus optimisés, hein, clairement. C'est ça. C'est ça. Du coup, on va clôturer par une dernière. Non, même pas en fait, hein, parce que la dernière question que j'avais, c'est quel rôle pour les jeunes Justin Edwards, Adam Bona.
On peut parler rapidement d'Adem Bona. On va dire que ce sera, je pense, un peu une sorte de 9e homme. Tiens, ça m'apporte à une question qui n'est pas dans la trame, mais on a cité un petit peu nos 4-5 titulaires. Donc forcément, vu qu'on a dit en fonction si tu as Yabusele ou Oubré, évidemment, l'autre sera dans sera sur le banc. Je demandais un petit peu sur les joueurs qui restent, on va dire les 9, 10, en gros, le 6e, 7e, 8e, 9e, 10e homme. Que tu penses? Bah, il y a Justin Oubré, Edwards forcément. qui sera dedans. Moi, oui, Oubré, Justin Edwards, donc ça fait Ça fait 6 6, et 7. 7. Eric Gordon, quand même, j'ai envie de dire. Ouais, je suis Vu d'accord. de ce qu'il a montré. Et puis, Adem Bona, hein, moi, j'espère qu'il aura plus de minutes que André Drummond. Hein. Pour moi, André Drummond, c'est non. Ouais, pour moi, André Drummond, ça sort de la rotation. Alors là, on est à 9. Bon, après, on peut considérer qu'Adem Bona, ça peut être 10, sachant qu'Yabusele va prendre des minutes au poste de pivot. Le problème, c'est que si j'ai envie d'en mettre un 9e, ça va vite être Kyle Lowry, et je trouve que ça manque d'ailier. Ça manque encore d'ailier. J'aurais aimé qu'on ait un 9e gars qui soit plutôt un joueur sur l'aile pour densifier un petit peu. Je trouve que là, on est plus si mal sur le back court, même si c'est plus de manière quantitative que qualitative, tu vois. Mais sachant qu'on a Maxi, Grimes, Eric Gordon, tu vois, pour moi, c'est un back court qui peut tourner à 3 assez facilement. Tu vois. Donc ça peut être Ricky Council aussi. Hein. Ça peut être Conceal. Ouais. Ouais. Parce que ça dépend des moments. Il y a des fois, pour moi, ça va tourner entre cette 9-10e place, ça va tourner entre Kyle Lowry, Ricky Council, Moi, peut-être Eric Gordon. Je l'ai pas dit, mais je suis je suis pas fan du tout non plus de Conceal. Hein. Pour moi, c'est un projet qui est pas loin d'être abandonné du côté de Philly, je pense. Hein. Il n'a pas assez montré de choses et il n'a pas les attributs qui en fait un potentiel joueur NBA vraiment, je pense. Il y a beaucoup le shoot est pas trop là, l'intelligence de jeu, enfin le connecting, passing non plus. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, en fait, il est très forci pour aller chercher des fautes et finir au cercle. C'est ça. C'est Mais vraiment c'est ses suffisant. qualités premières. Non, c'est pas suffisant. Et en plus, c'est la défense, comme j'ai dit, si encore c'était un joueur positif en défense, mais pour moi, c'est pas le cas. Donc oui, je pense qu'on a fait le tour, hein, du coup, un petit peu de tout ce qu'il y avait à dire. On a fait un long podcast, plus long que le premier, mais en même temps, il y avait la deadline, il y avait des mouvements, il y avait des choses à évoquer. Eh ben, Matt, je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode, dans un mois, normalement à peu près. On a décidé qu'on allait faire ça à peu près tous les mois. Je vous invite aussi à regarder, Matt en a parlé rapidement, mais Matt a fait une super vidéo sur ce qui s'est passé un petit peu dans la confrontation face aux Knicks. Et donc, il y a des choses super intéressantes à voir, qui est sur aussi la chaîne de 76 sur YouTube. Et peut-être qu'il y en aura des nouvelles, des vidéos. Oui, il y en aura d'autres, je pense, oui. Donc ça, c'est le boulot de Matt. Hein. Là. Moi, je suis pas assez fort en tactique, tout ça. Je laisse les experts travailler sur le sujet. Et puis, nous, on se retrouve bientôt dans un podcast à tous les deux. À bientôt. Ciao. À bientôt.